Bienvenue ce soir dans À l'air libre, deux enquêtes de Mediapart ancrées dans le passé mais qui racontent vraiment beaucoup notre présent. La première, elle est signée Fabrice Arfi. Un scoop historique surgit des archives à propos du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. De Gaulle savait. Fabrice, salut, tu as les preuves. On va en parler avec toi dans un instant. La deuxième, c'est une enquête d'Antoine Pecker sur l'ancien président du musée du Louvre, soupçonné de trafic d'antiquités, une affaire au retentissement mondial. Nous sommes le 7 juin 2022, c'est À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Et donc on commence avec toi, Fabrice Arfi du pôle enquête de Mediapart. Hier, tu as publié cette enquête, massacre du 17 octobre 1961. Le général de Gaulle savait, c'est clair, c'est net, c'est précis. Les preuves aussi que le général de Gaulle, alors président de la République, avait demandé des sanctions contre les policiers mis en cause dans ce massacre. On va y revenir. Des sanctions qui n'ont jamais été mises en place. Mais justement, revenons en quelques mots, sur ce fameux massacre du 17 octobre 1961. On est en pleine guerre d'Algérie. À Paris, 30 000 Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu raciste qui leur est imposé. C'est une manifestation réprimée dans le sang. Oui, c'est-à-dire qu'au début du mois d'octobre 1961, on est à un an de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, il y a un couvre-feu qu'on peut qualifier de raciste qui s'abat sur ce qu'on appelle les Français musulmans algériens, les FMA. C'est une catégorisation de l'État français qui vivait en France et a fortiori à Paris. C'est une disposition couverte par la préfecture de police de Paris, dont le patron est à l'époque Maurice Papon, qu'on a beaucoup connu pour d'autres raisons, puisqu'il a été condamné en 1998 à la réclusion criminelle à 10 ans de prison pour sa participation dans la déportation des Juifs en la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un couvre-feu qui dit que les Français musulmans algériens ne peuvent pas sortir dehors entre 20h30 et 5h30 du matin. Et donc il y a des dizaines de milliers d'Algériens français, de futurs Algériens français, puisque l'État algérien n'existe pas encore, qui décident, sans dimanchant, sortant pour beaucoup des bidonvilles de Nanterre, de manifester tranquillement, pacifiquement dans les rues. Et là, il y a ce qu'on peut appeler un crime de masse qui est commis, puisque la police va tuer par balle, étrangler, jeter dans la Seine des dizaines, voire des centaines de personnes. 60 ans après, on ne connaît pas le bilan exact de la tragédie. Et ce crime d'État va donner naissance à un mensonge d'État que les archives inédites auxquelles on a eu accès permettent de documenter un peu plus que ce qu'on savait jusque-là. Alors, des crimes inexcusables pour la République, a dit Emmanuel Macron en octobre 2021, sans pour autant parler de crime d'État, ce qui lui a été beaucoup reproché, y compris d'ailleurs sur Mediapart. Fabrice, ce massacre, il a été l'objet de beaucoup de recherches historiques. Pourtant, il y avait des informations essentielles qui manquaient. Brièvement, lesquelles? Oui, bien sûr. D'abord, il faut faire crédit à l'immense travail qui a été fait par de très nombreux historiens sur la question, des militants, des archivistes, français, étrangers. Donc, il ne s'agit pas pour nous de Mediapart d'arriver avec nos gros sabots pour dire on va vous révéler toute une histoire que vous ne connaissez pas. Mais il se trouve que depuis décembre dernier, il y a un accès nouveau qui a été donné aux archives de la présidence de Gaulle, auxquels j'ai eu accès. J'ai pu consulter des documents qui n'avaient jamais été rendus publics et qui viennent combler une sorte de manque dans l'historiographie qu'il y a sur l'histoire du 17 octobre 61. C'est que désormais, nous avons les preuves écrites de ce que De Gaulle savait. Il savait tout. Il savait, le crime d'État, il savait l'implication de la police, il savait son ampleur, mais la réaction de Gaulle n'était pas connue. Or, nous avons une note manuscrite du général de Gaulle qui dit que la lumière doit être faite, que les policiers et les coupables doivent être poursuivis et qu'il faut même que son ministre de l'Intérieur, à l'époque il s'appelait Roger Frey, fasse preuve d'autorité vis-à-vis de la police et des dérives qui y sont constatées. En réalité, en dépit de ces éléments-là, il ne va absolument rien se passer. Maurice Papon, le préfet de police de Paris, qui a supervisé et couvert le massacre, restera en place jusqu'en 1966. Le ministre de l'Intérieur restera lui aussi en place. Et petit à petit, un contre-récit va s'imposer face à ce crime d'État absolu qui est commis sous les fenêtres des Parisiens et des Parisiennes, et qui petit à petit va s'effacer de la mémoire collective, si ce n'était l'acharnement de quelques-uns. Et on pense notamment au travail de l'auteur et historien Jean-Luc Einaudi, qui a permis de donner une consistance absolument inédite à cette tragédie française. Alors on a vu brièvement passer la note annotée du général de Gaulle. On va juste refaire un petit peu la chronologie. Le général de Gaulle, il est informé par une première note le 28 octobre 1961
1961. 11 jours après la tragédie, il y a une première note que tu as retrouvée dans les archives, rédigée par Bernard Tricot, son conseiller pour les affaires algériennes et les questions juridiques à l'Élysée. Cette note-là, qui arrive encore une fois 11 jours après la tragédie, elle est déjà extrêmement précise sur ce qui s'est passé. C'est absolument... C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, au sein de certains... formation de l'appareil d'État à la préfecture de police, officiellement, il y a eu 3 morts ce jour-là. Et là, ce qu'on découvre, c'est que 11 jours après la catastrophe, comme tu le dis, un conseiller de De Gaulle écrit « Il y aurait 54 morts ». Donc déjà, on est bien au-delà de tout ce qui est admis. Alors à l'époque, c'est complètement nié, l'affaire est complètement niée. Il y aurait 54 morts. Le détail et les modalités du supplice de ces victimes est écrit. Certains ont été étranglés, d'autres ont été noyés, d'autres ont été abattus par balles. Et la phrase d'en dessous, c'est qu'il est à craindre malheureusement que des fonctionnaires de police soient mis en cause dans les enquêtes qui vont être ouvertes. Donc on sait l'ampleur et on sait que la police est visée par cela. Donc cette note, elle montre que l'Élysée sait tout ou presque tout de suite, qui est en parfaite dissonance avec ce qu'est la position du gouvernement, que ce soit du ministre de l'Intérieur ou de Maurice Papon, qui disent pas du tout, il ne s'est pas passé ça, il y a eu 2 morts côté algérien, 1 mort côté français, et la police a répondu à des violences qui étaient commises par le FLN algérien pendant la manifestation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce conseiller, on peut revoir cette première note, justement, c'est que ce conseiller lui-même prend l'initiative de dire au général de Gaulle, attention, c'est extrêmement dangereux, extrême danger de laisser se développer ce type de maintien de l'ordre. Voilà, alors ça c'est dans une note un tout petit peu postérieure, mais Bernard Tricot écrit là cette fois personnellement au général de Gaulle pour lui dire attention, on est déjà en train de connaître une dissidence gravissime au sein de l'armée, l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, est créée début 1961, il ne faudrait pas qu'il se passe la même chose avec la police, en quelque sorte qu'elle soit infiltrée, gangrénée par l'OAS, et il se demande en quelque sorte si les cadavres que l'on découvre dans Paris de musulmans, c'est comme ça qu'ils sont présentés dans les notes de l'Élysée, est-ce qu'au fond, ce ne serait pas le résultat de formes d'escadrons de la mort ou d'opérations clandestines de la police qui deviendraient déloyales au régime? Et donc, Tricot dit à De Gaulle, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où il y a cette annotation manuscrite du général de Gaulle qui lui dit, 1, il faut faire la lumière et poursuivre les coupables, des enquêtes sont ouvertes, en réalité il ne se passera absolument rien, il y aura une loi d'amnistie en 62 et aucun policier ne sera jamais poursuivi et condamné. Et 2, il dit, et là c'est assez intéressant, que le ministre de l'Intérieur doit faire preuve d'autorité vis-à-vis de la police, ce qui n'empêche pas, bien au contraire, ajoute De Gaulle, la protection. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe, c'est que De Gaulle a une peur panique de perdre la police dans cette histoire. Il a déjà perdu une partie de l'armée. Il faut rappeler qu'à l'époque, il est quand même la cible d'un certain nombre d'attentats contre sa propre personne, et qu'il sait que si la police rentre en dissidence, devient déloyale au régime, il peut arriver à la 5e République, ce qui est arrivé à la 4e, c'est-à-dire son effondrement. Et donc, il y a une sorte de tractation avec Maurice Papon. Vous tenez la maison police, j'accepte le mensonge d'État. Et c'est comme ça qu'il ne se passera absolument rien et que ce crime d'État sera à jamais impuni à la fois judiciairement mais aussi politiquement, ce que n'arrivent toujours pas à reconnaître les plus hautes autorités du pays. Il y a même les ministres de l'Intérieur Roger Frey, de la Justice Bernard Chesneau à l'époque ont été confirmés dans leurs fonctions. Maurice Papon, il est resté préfet de Paris, il a été condamné, comme tu l'as dit plus tard, en 88 pour complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle dans la déportation des Juifs entre 42 et 44. Et les mêmes Frey et Chesneau, 4 mois plus tard, ils seront responsables de la tuerie du métro Charonne. Absolument, Papon a même été ministre après. Il a été ministre de la République française. Donc on est sur une occultation, un déni national face à une tragédie qui devrait enfin rentrer dans les livres d'histoire à la hauteur de ce qu'elle est, un crime d'État. Antoine Pecker, tu es journaliste pour Mediapart. Salut Pierre Noual, vous êtes avocat et historien de l'art, auteur de ce livre, on va le voir s'afficher, Restitution, une histoire culturelle et politique aux éditions Bellopoli. Alors on ne le voit pas vraiment s'afficher, mais c'est pas grave. Attendez, je vais le prendre et le montrer. Voilà, il est là, voilà. Restitution, c'est un très bon livre. Alors ensemble, on va commenter cette histoire digne d'un film policier. C'est le Canard enchaîné qui l'a révélé, l'ancien patron du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez. Autant dire qu'il fut un des hommes les plus influents du monde de la culture en France, patron du Louvre, a été mis en examen le 25 mai pour, je cite, blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée, soupçonné d'avoir permis l'acquisition en 2016 par le Louvre Abu Dhabi
donc la filiale, finalement, la franchise, on va dire, du Louvre à Abu Dhabi, pour un montant de 15 millions d'euros d'antiquités égyptiennes volées, notamment cette très belle stèle de granit rose au nom de Toutankhamon, datant d'environ 1327 ans avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que ces objets ont en réalité été achetés par l'entremise d'un marchand d'art allemand qui s'appelle Robin Dieb et de l'expert français Christophe Kounicki, des gens qui sont déjà mis en cause dans des affaires précédentes de trafic d'art. Antoine, dans une enquête publiée vendredi sur Mediapart, tu as écrit que cette affaire vire à l'affaire d'État. Bigre, pourquoi ? Eh bien, en fait, là, on voit vraiment la réaction politique. Et elle s'est pas fait attendre. Parce que, tu l'as dit, hein, Mathieu, 23 mai, garde à vue, 25 mai, mise en examen. Et puis, quelques jours auparavant, il y a eu un remaniement, vous le savez. Notamment, une nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Et on voit d'un seul coup les politiques très vite s'emparer de ce dossier. Deux choses très importantes. Tout d'abord, il faut savoir que Jean-Luc Martinez, qui n'avait pas été reconduit l'année dernière dans ses fonctions. On avait déjà traité, évidemment, on était revenu ici à Mediapart sur le bilan de Jean-Luc Martinez, un bilan plus que controversé à la tête du Louvre. Il n'avait pas été reconduit dans ses fonctions, déjà à l'époque, hein, ça avait fait polémique, beaucoup de controverses sur d'autres sujets. Et après, il avait une sorte peut-être de longue consolation, certains diront un parachute doré. En tout cas, il était ambassadeur, et il est ambassadeur, en charge de la coopération internationale du patrimoine. Un titre assez ronflant, mais dans cette mission, il y a notamment la lutte contre le trafic de biens culturels. Et donc là, ce que le gouvernement a décidé, c'est d'enlever tout simplement cette partie-là de sa mission, dans cette fonction, mais il garde quand même le reste de ses fonctions. Pourquoi il garde le reste ? Bonne question, politique. Évidemment, Jean-Luc Martinez a aussi des appuis. Et puis la réponse du gouvernement, c'est de dire, bien sûr, il est mis en examen, mais on attend évidemment la réaction de la justice. C'est pour ça qu'il fallait une deuxième réaction, et celle-là, elle est venue du ministère de la Culture, puisqu'il faut savoir que son poste d'ambassadeur, il n'était pas dépendant du ministère de la Culture, mais du Quai d'Orsay. C'est vous dire aussi l'aspect diplomatique international de ce poste, et on en parlera notamment quand on va parler des restitutions, puisque Jean-Luc Martinez, c'est lui notamment qui devait réfléchir à l'accord cadre pour les restitutions des biens culturels. Vous voyez, tout est lié. Et par contre, la deuxième réaction de l'État, c'est donc le lancement par le ministère de la Culture, par la ministre de la Culture, sa première mission que Rima Abdul-Malak lance, ça va être sur la lutte contre le trafic de biens culturels, une mission qui doit être rendue à l'été prochain et qui doit donc définir mieux un cadre légal, parce que ce que cette affaire montre, c'est évidemment toute la part illégale de ce marché de l'art qui, il faut bien dire, était assez peu connu, et on voit que depuis le pilleur à l'acheteur, c'est un circuit absolument romanesque, vous l'avez dit Mathieu, à décrypter. Qu'est-ce qu'on sait précisément de cette affaire ? Est-ce que finalement cette stèle de Toutankhamon a bien été acquise dans des conditions extrêmement douteuses, comme le soupçonne la justice ? Est-ce qu'il y a un soupçon sur celle-là, sur d'autres acquisitions du Louvre, notamment sous la présidence de Jean-Luc Martinez ? Alors effectivement, il y a non seulement cette stèle de Toutankhamon, quand même 8 millions, plus de millions d'euros pour cette stèle, parce qu'il faut bien dire que si aujourd'hui il y a ce circuit, il est aussi important, c'est parce que le montant des pièces, très souvent, les plus belles pièces, c'est plusieurs millions d'euros. Donc vous imaginez bien que ça suscite la convoitise. Et pourquoi notamment l'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre les biens culturels, c'est une brigade, ils sont à peu près 25, un service de la police judiciaire qui travaille là-dessus depuis plusieurs années, évidemment, sur ce vol d'œuvres d'art. Et si je pense là-dessus, c'est aussi parce qu'une partie de ces œuvres d'art servirait à financer le terrorisme, des activités terroristes. Pourquoi ? Parce qu'on est dans ces régions proches et Moyen-Orient, vous le savez, notamment avec toute la présence de Daesh, de l'État islamique, et très souvent on peut voir une interaction entre le vol de ces œuvres d'art et un lien avec le financement d'activités terroristes. C'est d'autant plus évidemment cet aspect-là qui intéresse l'OCBC, le juge aussi qui a mis en examen Jean-Luc Martinez, Jean-Michel Gentil. Alors ce qu'il faut vraiment se dire, là on est en Égypte. L'Égypte c'est très clair, il y a une loi à partir de 1983. Tout ce qui est dans son sol, ça lui appartient à l'Égypte, sauf quelques exceptions. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait énormément de faux certificats. Alors, pourquoi ils sont faux ? Est-ce que c'est de la corruption de fonctionnaires ? Et ainsi de suite. Évidemment, au bout du compte, l'acheteur va dire « mais on m'a présenté de faux certificats ». Et c'est ce qui pose aujourd'hui la question de la certification, poser la question des provenances d'œuvres d'art. Il y a sans doute une grande naïveté, évidemment, quand on achète des œuvres d'art aussi exceptionnelles dans ces parties aussi instables du monde, parce que les pillages d'œuvres d'art, ils ont considérablement augmenté depuis quand ? Depuis les révolutions arabes et depuis l'instabilité évidemment que ça a créé. Et donc il y a sans doute de la part du plus grand musée du monde en termes de fréquentation, c'est le Louvre, une forme de naïveté à vouloir acquérir ces pièces venant de ces lieux-là
Peut-être il faudrait, et c'est des pistes qu'évoquent notamment des spécialistes de ces questions, avoir dans les commissions d'acquisition des musées des policiers, des douaniers, des gens qui peuvent vraiment enquêter sur ces provenances, parce qu'évidemment aujourd'hui c'est un challenge de savoir d'où viennent ces œuvres et dans quelles conditions elles ont été acquises. Pierre Noël, qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire ? Dans cette histoire, il y a deux choses qui frappent sur deux aspects. C'est d'une part le marché de l'art qui continue à démontrer sa grande opacité. Il ne faut pas perdre de vue que le marché de l'art, c'est un marché et c'est le seul encore au monde qui n'est pas aujourd'hui réellement régulé. Ce qui explique qu'on arrive à ces soucis-là. Et le second versant, c'est celui du monde muséal. Parce que cette affaire démontre encore une fois que les musées n'arrivent pas à avoir une saine gestion de leur collection et ne savent pas en tout cas penser la question des provenances et se mettre dans une démarche aujourd'hui qui est très en vogue, qui vient d'origine anglo-saxonne, d'une démarche de compliance, de conformité, pour avoir de bonnes due diligence et comprendre d'où viennent les œuvres, quel est leur chemin. Et cette affaire démontre encore une fois qu'on ne donne pas les moyens à l'État français, aux musées, aux conservateurs, de pouvoir faire pleinement ses recherches. Alors cette affaire, elle s'arrête pas là, puisque désormais, alors l'Égypte, tu l'écris Antoine dans ton article, pourrait bien, justement en vertu de cette loi, réclamer bientôt la fameuse stèle de Toutankhamon. Est-ce qu'elle va être rendue, cette stèle ? D'autant plus que le Caire construit actuellement, c'est presque fini d'ailleurs, le musée doit ouvrir dans quelques semaines, dans quelques mois, un immense musée, le plus grand musée du monde dédié à l'égyptologie. Le challenge pour l'Égypte, c'est notamment de relancer le tourisme, d'autant plus après cette période de crise sanitaire. Et pour Al-Sisi évidemment de montrer son pouvoir, de montrer cette magnificence, et d'autant plus facile pour Al-Sisi qu'il entretient de très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis. Et c'est bien là la dimension géopolitique. Où se trouve le Louvre à Abu Dhabi. Où se trouve le Louvre à Abu Dhabi, parce qu'il faut bien rappeler, pour ceux qui nous écoutent ce soir, c'est que ces œuvres-là, elles n'ont pas été achetées pour le Louvre, mais pour le Louvre Abu Dhabi. Jean-Luc Martinez devait se dépêcher, parce qu'il fallait, une fois qu'il est arrivé, qu'il a pris la tête du Louvre, son but c'était l'ouverture du Louvre Abu Dhabi. Parce qu'il faut bien dire que c'est un dossier qui a pris des années, qui est parti d'un accord intergouvernemental et qui était retardé. Le but de Martinez, c'est de ouvrir à tout prix ce Louvre Abu Dhabi. Donc 2017. Donc faire venir des œuvres, faire des acquisitions. Et acheter les œuvres. Alors peut-être trop rapidement, ça ce sera évidemment à la justice de trancher, mais en tout cas, il fallait ouvrir à tout prix ce Louvre Abu Dhabi, donner aussi des licences de marque au Louvre Abu Dhabi, absolument, à mon sens peut-être même scandaleuse, puisqu'il faut bien voir qu'aujourd'hui au Louvre, à Abu Dhabi, vous vous promenez, vous avez le nom Louvre marqué partout, sur des résidences immobilières, en partenariat avec une compagnie aérienne, et pour ça, il a même, aux grandes dames d'ailleurs du Quai d'Orsay à l'époque, Jean-Luc Martinez, amendé l'accord intergouvernemental entre la France et les Émirats Arabes Unis. Mais aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, eux, ils se sentent évidemment lésés. L'avocat que j'ai eu du Louvre Abu Dhabi dit, si les faits sont avérés, le Louvre Abu Dhabi, c'est la principale victime dans cette affaire, puisqu'elle a acheté des œuvres a priori donc soupçonnée d'être pillée et qu'elle devra sans doute restituer, c'est le mouvement logique des choses, à l'Égypte. Donc vous le voyez, il y a une dimension géopolitique forte. Et pourquoi géopolitique et géoéconomique ? Il faut rappeler que les Émirats Arabes Unis, c'est l'un des principaux clients de la France en matière de vente d'armes. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous êtes également candidat aux élections législatives dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Vous en êtes le député sortant et vous nous y accueillez puisque on échange là dans le parc de la mairie de Moissy-Cramayel et 5 jours nous séparent du premier tour donc, de ces élections législatives. Avec Pauline Graul, on va vous interroger sur la NUP, cette fameuse union des gauches, sur la place que le PS y occupe et sur la ligne politique que vous défendez à titre plus personnel, car il y a une sorte de curiosité qui monte à votre égard, il faut le dire. D'un côté, vous avez un parcours qui est celui d'un enfonçage du socialisme français, on pourrait dire. Hein. Vous êtes issu du courant rocardien, en référence à Michel Rocard. Vous-même, vous vous êtes présenté à une époque comme le fils unique de Martine Aubry et de François Hollande. On vous a jamais connu... C'est pas moi qui me présentais comme tel, c'était ce qu'on disait de moi. Vous l'avez repris, voilà. On vous a jamais connu des positions très maximalistes. Et depuis le mois de mai, vous faites campagne. En tout cas, vous êtes le candidat d'un rassemblement qui est dominé par une force de gauche radicale, la France Insoumise, dont l'objectif est d'envoyer Mélenchon à Matignon comme Premier ministre et une coalition qui se fait attaquer de toutes parts pour sa supposée irresponsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais d'abord, c'est mal me connaître que de penser que pour moi, l'union soit un combat récent. Depuis que je suis premier secrétaire, j'ai toujours plaidé pour le rassemblement et ça m'a même coûté assez cher puisque je me suis retrouvé avec des opposants qui systématiquement expliquaient que je voulais
l'effacement du PS, que je voulais Liquider dépecer, l'identité. liquider, etc. Or, ce que je dis depuis le début, c'est qu'il fallait se mettre d'accord sur un contrat de coalition et ensuite chercher une incarnation qui nous soit commune pour pouvoir se donner des chances de l'emporter. Parce que quand on fait de la politique, le but n'est pas simplement de témoigner, mais bien de l'emporter pour pouvoir changer la vie des gens. Et c'est évidemment ce que je souhaite faire. Moi, je ne suis pas là simplement pour me dire que je suis très content d'avoir fait 2% de plus que la fois précédente, que je suis le coq sur le tas de fumier. Ça ne m'intéresse pas du tout. En fait, ce que je veux, c'est que collectivement, nous puissions parvenir à nouveau à retrouver les commandes du pays et puis pouvoir effectivement changer la vie des gens. Sauf qu'il y a quelques mois encore, vous parliez avec les Verts et non pas avec la France Insoumise. C'est ça vrai. qui a surpris. C'est vrai. Pendant longtemps, nous parlions quasi exclusivement avec les Verts et les communistes, mais parce qu'il y avait une vraie difficulté avec les Insoumis. Et même dans la première partie de cette élection législative, dans un premier temps, les Insoumis avaient fermé la porte. Mathilde Panot avait dit « c'est un non définitif, il n'y aura pas d'accord possible avec le PS ». Et c'est vrai que nous étions les frères ennemis et que nous n'avions aucun rapport particulier et que c'était très difficile, la relation était très compliquée. Et puis à un moment, il faut se dire qu'est-ce qui est le plus intelligent de faire? Est-ce qu'on continue comme ça et est-ce qu'on continue à finalement s'empêcher les uns les autres ou est-ce qu'on essaye de faire ensemble avec évidemment des divergences qui demeurent, mais aussi la volonté de concourir ensemble à l'exercice démocratique et puis de gouverner ensemble demain. Mais justement, pendant la présidentielle, votre candidate Anne Hidalgo a beaucoup tapé sur Jean-Luc Mélenchon, surtout à la fin avec la question de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle a été trop loin, que vous avez été dans des relations trop conflictuelles ? Non, à partir du moment où on a une concurrence de premier tour sur une élection présidentielle, c'est malheureusement mécanique. Chacun cherche à exprimer ce qu'il est par différence avec les autres, pour justifier sa candidature. Et c'est tout le problème, justement, de cette désunion. Et si on avait eu aux législatives des candidats partout en France qui s'opposaient, on aurait eu le même débat. On aurait essayé chacun d'expliquer pourquoi on n'était pas les uns avec les autres. Et ça aurait donné cette diabolisation réciproque. Les insoumis expliquant que les socialistes étaient en fait des sociaux-libéraux vendus au grand capital, les autres expliquant que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur ami des dictateurs, et ainsi de suite, alors que nous ne sommes pas les amis du grand capital et que Jean-Luc Mélenchon, à ma connaissance, n'a pas d'amis parmi les dictateurs non plus. Il n'a pas mangé avec Poutine, il n'est pas l'ami des Chinois, etc. Donc tout ça relève en fait de cette volonté réciproque de se diaboliser pour pouvoir justifier notre existence. Alors justement, vous parlez effectivement de la question du moment. Là, on voit bien que c'est aussi un accord électoral. Peut-être que ce n'est que ça, on ne sait pas. Jean-Luc Mélenchon a réalisé 40% au premier tour dans cette ville de Moissy-Cramayel, où nous nous trouvons. Est-ce que votre propre situation et votre éventuelle mise en danger par une concurrente France Insoumise, Julie Garnier avait été investie pendant un moment, est-ce que ça a pu peser aussi votre propre élection dans la question de l'union ? Bon, je ne veux pas être présomptueux, donc je ne vais pas dire que en fait, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Mais la réalité, c'est quand même que la dernière fois, il y avait déjà en fait, un score extraordinairement élevé de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron dans cette circonscription. Benoît Hamon y avait fait son score national et que malgré tout, je me suis retrouvé au deuxième tour et même que j'ai gagné avec 62%. Donc la réalité, c'est que ce qu'on appelle l'implantation locale, le fait qu'ici les gens me connaissent, qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, je ne crois pas que, j'étais pas dans une situation aussi handicapante que beaucoup d'autres. J'ai fait 20 points de plus que Benoît Hamon la dernière fois. La plupart des députés socialistes avaient fait 3 ou 4 points de plus en moyenne. Donc c'est vous dire que ce n'est pas ça qui a pesé principalement. Ce qui a pesé sur la décision, c'était la volonté d'abord de retrouver un groupe à l'Assemblée, donc pas 1 ou 2 députés socialistes à l'Assemblée, mais d'en retrouver au moins 15, et puis aussi d'adresser un message aux électeurs socialistes, écologistes, communistes et insoumis, et leur dire que nous ne croyons pas aux gauches irréconciliables. Ce que j'essaie de dire depuis 4 ans, finalement, assez vainement, puisque personne ne l'a entendu, mais moi je dis depuis 4 ans la même chose, je dis, en fait, je ne suis pas un éléphant, j'ai fait l'inventaire du quinquennat de François Hollande parce que je considère que tout ce qui a été fait n'était pas à faire. Un inventaire qui a d'ailleurs été assez mal pris dans les rangs du PS à l'époque. Absolument, qui a été coûteux dans la relation avec les uns et les autres. Et depuis cette époque-là, François Hollande ne m'a jamais plus réadressé la parole. Donc, mais tout ça n'était pas visible, n'était pas compris du grand public. Et on pensait même
que j'étais Macron compatible, à tel point que certains ici avaient commencé à faire campagne sur le fait que j'allais, moi, rejoindre Emmanuel Macron. Julie Garnier, votre ancienne opposante insoumise. Qui s'est depuis reprise et qui a bien compris quelles étaient mes intentions. Voilà. Alors vous parliez de son soutien désormais. D'accord. Vous parliez de gauche irréconciliable. Le théoricien de ces gauches irréconciliables, c'est Manuel Valls. Ce week-end, les Français de l'étranger ont voté pour le premier tour des législatives. Manuel Valls s'est fait battre dès le premier tour à plate couture. Pour autant, est-ce que le valsisme a disparu et est-ce qu'il a disparu au sein du PS, Olivier Faure ? Mais écoutez, la suite le dira, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, d'accord avec ce qu'il explique depuis des années, que les gauches sont irréconciliables. Je ne le crois pas du tout. Ça n'a jamais été le cas et ceux qui plaident les gauches irréconciliables, en réalité, sont les idiots utiles de la droite. Parce que, évidemment, il y a des gens qui n'aiment jamais autant la gauche que quand elle est divisée, que quand elle passe son temps à s'opposer à elle-même. Ça, c'est formidable. Il y a des gens d'ailleurs qui parfois viennent me trouver en me disant « Oh là là, mais quand même, c'est fou cet accord avec Jean-Luc Mélenchon, les Verts, le PC, etc. » Et je discute avec eux et je leur dis « Mais vous avez voté pour qui, vous, à la présidentielle ?» Et ils me disent toujours « Macron, Pécresse, soit même Le Pen. » Et je comprends que ces gens-là soient choqués, mais enfin, la réalité, c'est qu'ils n'avaient aucune intention de venir à notre soutien dans cette élection législative. Et donc, il y a des gens de droite qui aiment la gauche qui se divise. Comme moi, j'aime aussi beaucoup la droite quand elle se divise, c'est vrai. Mais ça ne fait pas une politique. Et puisque nous en sommes tous à au moins être d'accord sur une chose, c'est que François Mitterrand a été un grand premier secrétaire et ensuite un grand président. La réalité de Mitterrand, c'est qu'il a fait l'accord avec le Parti communiste en 1972 pour le programme commun. Le PS était à 10% et le Parti communiste à 22%. Donc, vous faites une analogie entre Vous promettez des avenirs radieux au Parti socialiste. Mais je ne sais pas ce que réserve l'avenir au Parti socialiste. Ce que je dis simplement, c'est que François Mitterrand avait eu cette prescience, cette idée que, effectivement, les socialistes ne pouvaient pas se couper du reste de la gauche et que la gauche ne pouvait l'emporter qu'à une condition, c'est être rassemblé. Et à l'époque, le Parti communiste était non seulement plus puissant électoralement, mais il était relié directement, tout simplement à l'Union soviétique. Ouais. Un mot quand même, parce que l'élection est dans quelques jours, pour vous permettre d'expliquer en quoi il faut voter NUP pour une électrice, un électeur de gauche. Qu'est-ce que ça va changer? Après tout, certains pourraient se dire, on l'a chroniqué 1000 fois, que depuis 2002, depuis le quinquennat, eh bien, à chaque fois qu'un président vient de gagner, bon, il obtient sa majorité sans trop de difficultés à l'Assemblée. Et là, on voit bien à quel point aussi c'est difficile pour vous. Il faudrait faire en fait beaucoup plus de voix sur plus de circonscriptions pour espérer l'emporter. Donc, à quoi sert un bulletin NUP? Mais pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on a vraiment une élection législative à enjeu. C'est la première fois que le président de la République, élu ou réélu, n'a absolument aucun état de grâce. Personne ne constate. Mais c'est comme si rien ne s'était passé. Au fond, le lendemain matin, les Françaises et les Français n'avaient pas le sentiment qu'ils avaient purgé quelque chose dans l'élection présidentielle, même qu'ils étaient derrière un projet. On a un président de la République qui a fait une campagne en dénonçant le projet des autres. Et d'ailleurs, il continue dans l'élection législative. Il enjambe chaque élection, mais que veut-il faire? Où veut-il emmener les Français? Personne ne le sait. Même sur des questions aussi simples que voulez-vous faire de l'hôpital? Une mission flash renvoyée à l'après-législative. Sur le pouvoir d'achat, un projet de loi sur le pouvoir d'achat renvoyé à l'après-législative. La seule chose qu'on sache, c'est qu'il veut mettre la retraite à 65 ans. Voilà le seul point sur lequel nous avons été éclairés. Donc, évidemment, les Françaises et les Français qui sont maintenant enseignés par 5 années de macronisme se disent qu'ils n'ont pas forcément envie de revivre la même chose. Et donc, il n'y a pas d'état de grâce et la nomination d'Elisabeth Borne n'a absolument rien changé. La première ministre. Les mêmes ministres dans des places différentes, voire même aux mêmes endroits. Les grands postes régaliens et économiques sont tenus par la droite. Bref, rien ne change. Et donc, voilà, il y a un enjeu. Et il est possible, la dernière fois, tout le monde pense que Emmanuel Macron a fait des scores incroyables aux législatives la dernière fois. Non, ces candidats ont fait 32% la dernière fois et ont obtenu avec 32% une majorité absolue au second tour. Nous sommes aujourd'hui devant, dans la plupart des sondages, et quand on les agrège, les sondages donnent la NUP devant l'ensemble
de la majorité présidentielle. Donc il y a là une espérance réelle, et dans le premier tour, si la dynamique est créée, il y aura aussi un second tour dans lequel il peut y avoir une forme d'élan créé et des gens qui se disent oui, ça sert à quelque chose et oui, la gauche peut l'emporter. Alors, vous disiez, Emmanuel Macron dit pas grand-chose. Il est quand même un peu sorti de son silence vendredi avec une grande interview à la presse régionale. Et ce qui en est sorti, c'est l'intention de créer un Conseil national de la refondation. Alors, ça fait penser, c'est fait exprès au Conseil national de la résistance. Un conseil qui est censé lancer toute une série de réformes en réunissant des forces économiques, sociales, associatives, etc. Qu'est-ce que vous inspire l'annonce de ce dispositif qui se veut, on le comprend, un changement de méthode, genre je ne vais plus gouverner tout seul d'en haut, je vais associer tout le monde? Les bras m'en tombent. Je ne sais pas quoi vous dire. Enfin, ça me paraît tellement énorme. En fait, on a un président qui, pendant 5 ans, arrive même à mettre de côté son propre Conseil des ministres pour resserrer encore l'équipage sur le Conseil de défense, pour des sujets qui n'ont rien à voir avec la défense. Et voilà maintenant qu'il nous explique qu'il va tout faire avec tout le monde, qu'il va écouter tout le monde. Enfin, c'est quand même un air de déjà-vu. C'était le grand débat, c'était ensuite la Convention citoyenne, dont on a retenu qu'il n'avait justement rien retenu de ces exercices pseudo-participatifs. Donc, comment voulez-vous que quiconque puisse y croire? Il n'a jamais cédé sur rien. Il a toujours été au bout de sa propre logique, qui est une logique qui se défend, c'est une logique libérale. Il est finalement le dernier élève de ces libéraux qui, au début des années 80, derrière Reagan, Thatcher, ont cherché à mettre en place une doctrine qui est finalement, alors maintenant, devenue assez passéiste, et surtout qui a fait la démonstration de son échec, parce que c'est bien ça le problème. Moi, je vois des gens qui nous expliquent que le sérieux serait du côté du gouvernement. Mais non, ce monde n'est pas sérieux. Quand vous avez aujourd'hui, en fait, des perspectives devant nous sur le réchauffement climatique, sur l'extinction d'espèces, la 6e extinction de masse, dit-on, quand vous avez des perspectives avec entre 9 et 12 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, bon, avec une démocratie qui ne fonctionne plus, qui est complètement, encalminée dans la Ve République. Un moment où le sérieux, c'est justement de rompre avec ce modèle et de chercher à avancer sur de nouvelles bases et faire en sorte que nous ne laissions pas à celles et ceux qui vont nous survivre un monde désastreux. Enfin, vous vous rendez compte, que dirait-on, que me diront mes enfants quand ils viendront sur mon cercueil et qu'ils diront papa, il nous a laissé en fait un monde tout pourri. À un moment où il pouvait agir, il a dit non, mais en fait, il y a un problème là, les financiers ne sont pas contents. Non, Amazon va râler. Non, les grands groupes du CAC 40 vont nous engueuler, donc il faudrait quand même continuer à laisser Total investir dans les énergies carbonées. Mais est-ce que moi, je peux vraiment avoir une action qui contredise à ce point l'intérêt de ceux qui vont me survivre? La réponse pour moi, elle est évidemment non. Bonsoir, nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue. Le premier tour des législatives, c'est dans 3 jours. On débriefe cette campagne de premier tour avec les journalistes de la rédaction. C'est parti. Souvenez-vous, le 24 avril dernier, Emmanuel Macron était réélu président de la République au terme d'un second tour. L'opposant à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen s'ouvrait alors la campagne d'un autre match, les législatives, campagne marquée par l'émergence d'un bloc de gauche rassemblé face à la majorité de droite et de centre-droit et face à l'extrême droite. Pour analyser cette campagne autour de la table et à distance, 3 journalistes du service politique de Mediapart et une journaliste du pôle vidéo. Mathieu Dejean, salut. Tu as couvert la campagne des candidats de la NUPES, on va en parler. Ilyes Ramdani, salut, toi tu suis l'exécutif.
Lucie Delaporte à distance. Salut Lucie, tu couvres l'extrême droite. Et Célia Mebroukine. Salut Célia, du Pôle Vidéo. Tu as suivi une journée de campagne de Stanislas Guerini et de sa concurrente de la NUPES dans la 3e circonscription de Paris. Alors, sur Mediapart, vous pouvez lire les nombreux reportages et analyses produits par les journalistes autour de la table et puis ceux de les autres journalistes de la rédac. Vous avez parcouru la France, suivi plusieurs candidats ici et là. Qu'est-ce qui vous a frappé, chacun et chacune, dans cette campagne ? Mathieu. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. Déjà, le fait que la gauche ait réussi à s'unir et d'avoir couvert les négociations. En fait, rien que ça, ce moment politique était assez intense et passionnant à couvrir. Et c'est vrai que c'était pas gagné qu'ils réussissent à le faire, vu ce qui s'était envoyé pendant la présidentielle. Ça, déjà, c'était intéressant. Et deuxièmement, la chose qui me frappe, moi, pour avoir couvert la campagne de la NUPES sur le terrain, c'est la remobilisation des militants concrètement pour faire du porte-à-porte, du tractage et la mise en œuvre des consignes de troisième tour, de Mélenchon Premier ministre, etc. Enfin, on voit que en fait, c'est un camp qui partait pas forcément gagnant à la présidentielle, qui était difficile, où c'était compliqué pour la gauche à ce moment-là. Le fait d'être passé de peu à côté du deuxième tour à la présidentielle, ça a vraiment eu un effet de remobilisation. En plus, il y a eu l'union de la gauche. Et là, sur le terrain, on voit vraiment qu'il y a une mobilisation très forte pour faire cette campagne. Ilyes. Je suis un peu le miroir inversé, je crois, de Mathieu, du coup. C'est intéressant parce que, pour le coup, moi j'ai suivi Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle, puis l'exécutif. Et des deux côtés, c'est vrai qu'au lendemain de la présidentielle, il y avait une sorte, du côté de la droite LR, évidemment, vraiment avec des élus complètement chaos. Et au lendemain de la présidentielle, on a plusieurs élus qui étaient candidats investis par les Républicains qui sont désistés, qui ont décidé de ne pas y aller vu le score de Valérie Pécresse. Donc ça, c'est la première chose, moins de 5%. Et puis ensuite, on a Emmanuel Macron, où on pourrait se dire, tiens, on va être dans l'effervescence d'une victoire, d'une réélection. Et c'est pas du tout le cas. Il y a cette première ministre qui met beaucoup de temps à être nommée, ce gouvernement qui met beaucoup de temps à être nommé, sans aucun souffle, ces investitures qui arrivent, qui sont très longues à arriver, avec des ministres qui s'interrogent, etc. Et sur le terrain, des gens, y compris des électeurs d'Emmanuel Macron, qui ont eu beaucoup de mal à se remettre dans une logique électorale, qui sont pas du tout dans une logique d'état de grâce. Alors ça, c'est évident, mais encore plus de dire, allez, on va donner une majorité au président qu'on vient d'élire. Donc moi, c'est vraiment l'inverse. Et d'ailleurs, j'étais un peu jaloux quand Mathieu, quand Pauline, ceux qui suivent la gauche, avait plein de choses à couvrir, des négociations, un accord. Il s'est passé très peu de choses du côté de la droite, du côté de la majorité. Donc voilà un peu comment j'ai vécu la campagne. La campagne. Lucie, qu'est-ce qui t'a frappé, toi, pendant cette campagne législative ? Je pense que de mon côté, c'était un peu comme Ilyes. Pardon, je ne suis pas centrée. Mais sur ta gauche. À l'extrême gauche. Je sais que tu penches à l'extrême droite. Voilà, parfait. Voilà, pardon. Oui, c'était un peu comme Ilyes. C'était du côté de Marine Le Pen une campagne particulièrement atone qui a mis beaucoup de mal à démarrer. D'abord parce que Marine Le Pen a disparu pendant 15 jours après sa défaite à la présidentielle et qu'elle est revenue en disant qu'en fait il y avait très peu d'enjeux pour ces législatives, que Macron aurait une majorité, et donc ça a démobilisé totalement son camp et concrètement sur le terrain. Au contraire, moi j'ai vraiment vu que d'abord il y avait très peu de militants présents, il y avait très peu d'intérêt aussi, je pense qu'on en parlera quand même, et un fort risque d'abstention, en tout cas du côté de ce côté-là de l'échiquier politique. C'est sûr que la campagne a très très peu intéressé. Alors, l'événement politique du coup de cette campagne, désolé Lucie et Ilyes, c'est l'union des gauches et donc la NUPES qui est née après donc ce second tour de la présidentielle. Donc la capacité des gauches à avoir fait l'union autour, non seulement d'avoir fait l'union, qui plus est autour de Jean-Luc Mélenchon, ça paraissait quand même assez improbable il y a quelques mois tout ça. Et la NUPES démontre une capacité à rester unie, quels que soient en coulisses les désaccords qui j'imagine existent. Voilà, donc Mélenchon a réussi à réconcilier ceux qui disaient que les gauches étaient irréconciliables. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tous ceux qui sont partie prenante de la NUPES n'ont pas du tout le discours de dire que les gauches sont irréconciliables. Ils sont vraiment en rupture avec cette ligne-là. Donc là, c'est vrai que la NUPES a permis une clarification, peut-être notamment du côté du Parti socialiste, qui était le parti
hypothétiquement le plus difficile à rallier à la NUPES. Et puis ils se sont rendus compte au cours des négociations qu'ils étaient d'accord. Le coup de force finalement de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir réussi à mettre tout le monde autour de la table et surtout d'avoir conçu un programme de 650 mesures, c'est quand même assez considérable, et avec lesquelles ils sont tous d'accord, sauf sur une trentaine de points sur lesquels il y a des nuances. Et là, c'est vrai que parfois, c'est des points importants. En ce moment, on parle beaucoup des violences policières. C'est un sujet sur lequel le Parti socialiste n'est pas d'accord. Il préfère utiliser d'autres mots et ne pas avoir englobé l'institution entière dans ce terme-là. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'en apparence, c'est une union qui fonctionne. Il n'y a pas de couac. Les porte-paroles de chaque parti se déplacent pour soutenir d'autres candidats, d'autres partis. Jean-Luc Mélenchon mouille beaucoup la chemise pour aller sur les meetings un peu partout en France, à Caen, à Lyon, à Poitiers. Donc ça, c'est ce qui se passe en façade. Après, c'est vrai que c'est pas non plus une union parfaite. Il y a des circonscriptions dans lesquelles il y a des candidatures dissidentes à gauche, notamment au Parti socialiste, parce que c'est vrai que les négociations ont mis à jour une ligne de fracture à l'intérieur du parti. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a des circonscriptions aussi dans lesquelles les partis qui sont investis par la NUPES, Pauline Grohl a fait un article à ce sujet-là, n'assument pas l'étiquette, parce que justement la personnalité de Jean-Luc Mélenchon pour eux reste trop clivante, et même le programme qui a été signé par leur parti, ils y adhèrent pas complètement. Alors cette dynamique à gauche, ça j'imagine complique peut-être la campagne de l'exécutif. Et j'imagine qu'Emmanuel Macron et la Macronie en général ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un bloc de gauche au pluriel qui se soude au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que ça qui fait que cette campagne de législative n'est pas qu'une formalité pour Emmanuel Macron. D'abord, il y a ça quand même. Ouais. Et c'est vrai que la majorité a été un peu prise de court par cette union de la gauche et par cette politisation de la campagne. Alors ça peut paraître absurde, une politisation d'une campagne électorale, ça paraît naturel, mais c'est vrai que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'était qu'il y ait le moins de campagne possible. Et il nomme son gouvernement, par exemple, le vendredi soir, le lundi matin, c'est le début de la période de réserve, où les ministres n'ont plus le droit d'apparaître, de faire des annonces médiatiques, de faire des déplacements politiques, etc. Et c'est volontaire. C'est aussi lié au fait qu'il a essuyé beaucoup de refus, qu'il a eu beaucoup de mal à faire son gouvernement, mais c'est volontaire parce que Emmanuel Macron voulait qu'il y ait le moins de campagne possible. Un exemple très rapide, la retraite à 65 ans, elle a été rangée dans les tiroirs très rapidement, déjà dans l'entre-deux tours un peu, et après la réélection d'Emmanuel Macron. Là où on s'attendait à ce qu'il y ait tout de suite des annonces, tout de suite un calendrier, les ministres, etc., dès qu'ils ont été nommés, ont pris soin de dire qu'en fait la réforme des retraites, déjà les 65 ans n'étaient pas un totem, qu'on ne connaissait pas le calendrier, etc. Donc la volonté, c'était de ne pas faire campagne, en se disant que ça allait profiter effectivement à la majorité. Ils ont été pris de court par le fait qu'il y avait une union à gauche, que Mélenchon faisait campagne avec les partis de gauche, et donc, ils ont été obligés d'entrer dans l'arène. Et la deuxième chose, pour répondre plus directement à ta question, c'est qu'il y a eu une succession d'événements, pour le coup, où tous étaient des événements défavorables à la majorité. Damien Abad, tout de suite. Le lendemain de l'annonce du gouvernement, donc cette enquête de Mediapart et ensuite tous les échos que ça a, les accusations de viol, on rappelle, qui visent Damien Abad, le ministre des Solidarités, qui a été une des rares prises politiques de ce gouvernement. Il y a eu les événements du Stade de France, au moment de la finale de la Ligue des Champions de foot, entre Liverpool et le Real Madrid, où ces images ont complètement annihilé, en tout cas phagocyté l'actualité, le récit politique, etc. du moment, parce que tout le monde en a parlé, parce que ça a donné une image du maintien de l'ordre français, de la France en général, catastrophique, on en a parlé ici. Donc cette succession de petits événements a fait qu'en fait la campagne de la majorité, elle est plutôt catastrophique. En tout cas, rien ne s'est passé comme il l'attendait et comme il l'espérait. Et pas de fait majeur positif qui crée une dynamique. Il n'y a rien eu, effectivement, qui a créé de récit positif. Ouais. Lucie, campagne compliquée aussi pour Marine Le Pen, donc qui, malgré le score historique qu'elle a fait à la présidentielle, s'est lancée dans cette bataille législative comme résignée, déjà perdante. En 2017, tu le précises dans ton dernier article, la dernière analyse, la participation de son électorat s'était écroulée entre la présidentielle et législative. Est-ce que ça peut se reproduire cette fois-ci, et si oui, pourquoi ?
Oui, alors c'est assez traditionnel que l'électorat du Rassemblement national se mobilise presque exclusivement, enfin beaucoup plus pour l'élection présidentielle. À chaque scrutin intermédiaire, on observe un décrochage. Donc c'était vrai en 2017, mais c'était vrai lors des précédents scrutins. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances que ça se reproduise et que ce soit même accentué, étant donné la campagne complètement ratée de Marine Le Pen. Je reviens sur ce que disait Ilyes, et effectivement un peu l'obsession qui a été aussi la NUPES pour le Rassemblement national, qui s'est trouvée du coup totalement défensive, alors que quand même Marine Le Pen sortait dans une forme de défaite victorieuse de la présidentielle. Elle a fait 13 millions de voix, 42% au second tour, c'est vraiment un score historique, et là on l'a vu faire une campagne du bout des lèvres, en expliquant qu'elle avait déjà perdu, et totalement obsédée par Mélenchon. Voilà. Et donc finalement, une campagne en contre. Oui, sur Mélenchon, tu as aussi publié une enquête, enfin on a publié une enquête que tu as signée sur les éléments de langage qui étaient mis en place par le RN pour taper sur la coalition de gauche, qu'ils avaient d'ailleurs rebaptisée extrême gauche pro-islamiste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette enquête ? Oui, en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est effectivement des éléments de langage qui sont parvenus aux candidats par mail. Ça raconte un peu en creux aussi la grande faiblesse de l'encadrement, pour être gentil, de l'encadrement du RN de ces candidats, et la grande faiblesse de ces candidats qu'on a vu se ridiculiser pour certains sur les plateaux télé. Donc on leur a offert des éléments de langage tout faits sur effectivement cette extrême gauche islamiste. Donc des éléments de langage disant LFI, le I de LFI c'est pour islamiste, c'est la coalition Burkini, enfin voilà. Donc une espèce d'outrance quand même tellement caricaturale qu'on a peine à imaginer que ça ait vraiment beaucoup d'impact sur leurs électeurs. Voilà, donc c'est bon, mais surtout ça montrait qu'ils arrivaient très difficilement à imposer leur propre thème. Ils étaient vraiment uniquement dans le lynchage de cette nouvelle coalition de gauche, qui raconte aussi en creux qu'eux n'ont pas réussi à s'unir, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a effectivement l'absence d'union avec Éric Zemmour, même si ces candidats n'ont strictement aucune chance de se faire élire, mais sur le terrain, ça crée aussi une absence de dynamique, une absence... c'est quand même l'éternel problème du Rassemblement national qui n'a aucun allié.